Est-ce que des oiseaux peuvent être amoureux? Je me suis posé la question en regardant un couple de moineaux, nichés comme chaque printemps sous mes tuiles. Si c'est le même couple depuis des années, peut-être qu'un sentiment très fort existe entre ces deux individus, ou est-ce que ce type de sentiment est réservé exclusivement à notre espèce? Pourtant, tous les homo sapiens ne tombent pas amoureux. Alors qu'est-ce qui peut favoriser l'amour chez certains? Et pourquoi nous, humains, tombons-nous amoureux? On est nombreux à chercher l'amour à travers des annonces, des rencontres, des soirées sur les bancs de l'école, au bureau ou même via une application. Mais que recherchons-nous exactement? Le père ou la mère de nos futurs enfants? Un partenaire avec qui partager nos soirées d'hiver? Un amant ou une amante pour combler notre libido? Aujourd'hui, on a l'impression que c'est une seule personne qui doit répondre à tout cela. L'homme, à certaines époques, pouvait avoir une femme légitime qui serait la mère de ses enfants, une maîtresse pour l'amour, pour le sentiment amoureux, des prostituées pour l'épanouissement sexuel, voire dans l'Athènes antique, une concubine pour la vie de tous les jours. Tout cela constituait l'amour. Je peux dire que j'ai eu beaucoup d'hommes dans ma vie, mais que ma recherche était toujours l'amour, le vrai. Durant le Moyen-Âge chrétien, on séparait l'amour et le mariage. La passion amoureuse était même mal vue, perçue comme un instinct bestial, mettant en péril l'institution du mariage. Quand le XIIe et la fin du XVIIIe siècle, la Révolution française, on distinguait bien l'amour né avant le mariage, qui était d'origine naturelle, mais la nature est déchue dans la conception chrétienne, soit carrément une action diabolique, et puis l'affection conjugale qui naît du mariage, qui est plus solide, qui est plus raisonnable. Le mariage entre deux personnes amoureuses était perçu si négativement qu'au XIIe siècle, l'Église s'est posé la question. Est-ce qu'un mariage d'amour est valide alors que les époux, aveuglés par l'amour, ne sont pas en mesure de donner un consentement éclaié? Paradoxalement, l'Église est pourtant le lieu de la rencontre amoureuse par excellence. Pourquoi? D'une part parce que c'est là que les deux sexes peuvent se rencontrer, et d'autre part parce que la solennité du lieu, Rétif et la Bretonne notamment, explique bien qu'au moment de Pâques, la solennité de la cérémonie a sans doute compté beaucoup dans le coup de cœur qu'il a eu dans une église. La grandiloquence ou la gravité d'un cérémonial d'une église pousse au sentiment amoureux. Je ne suis pas sûre que ça marche pour tout le monde. En tout cas, peut-être plus à notre époque. Par contre, ça dit quelque chose sur les conditions qui favorisent le sentiment amoureux. Pour les croyants, être dans une église, c'est se retrouver dans un certain état émotionnel. Et justement, certaines émotions peuvent jouer un rôle essentiel dans le fait de tomber amoureux. Dans le panel des émotions, on classe les émotions en fonction de leur polarité, négative ou positive. La polarité négative, c'est l'agression, la violence, la colère, ou bien la peur, l'anxiété. Et puis les émotions de valence positive, c'est par exemple la joie. Dans cet horizon de coloration émotionnelle, je pense qu'il y a une catégorie d'émotions qui est assez favorable au développement de relations amoureuses, c'est celle de la passion anxieuse, de la peur, du stress. Elle crée une forme de détresse qui probablement favorise le sentiment amoureux parce qu'elle favorise aussi l'envie de se rassurer, l'envie d'être choyé, d'être chouchouté. Certes, le sentiment amoureux ne se réduit pas à ça, mais si vous êtes tombé amoureux pendant la pandémie de Covid-19, ce n'est pas anodin. On s'est rendu compte, et ça se vérifie à travers l'histoire, que les situations de stress sont très favorables au sentiment amoureux. Le fait que le guerrier revenant de la guerre a une séduction particulière et tombe plus facilement amoureux est connu depuis toujours. Le fait que le faux suicide puisse être une technique de drague, il y en a quelques cas célèbres, notamment Berlioz. Et effectivement, le stress de voir un homme à qui on se refuse, prêt à mourir devant soi, a peut-être ou sans doute joué dans la réponse d'Harriet Smithson. Ça ne veut pas dire qu'on tombe amoureux seulement quand on va mal, bien sûr, mais que cela favorise le sentiment amoureux. Et c'est assez logique. Quoi de mieux qu'un début de passion amoureuse pour se remonter le moral? Vous savez, ces premiers moments où le cœur palpite, où les mains sont moites, où le souffle est court et... Bref, vous voyez de quoi je parle. On connaît bien maintenant ce qui se passe dans notre corps et dans notre cerveau quand on est amoureux. Alors, il y a deux molécules principalement qui occupent un petit peu le devant de la scène. La première, c'est la dopamine. Chez les personnes qui sont amoureuses, il y a une modification de l'activité cérébrale dans deux régions, l'aire tegmentale ventrale et le noyau accumbens. Ces deux régions sont connectées et elles dialoguent avec un neurotransmetteur qui est la dopamine, qui est en fait le neurotransmetteur des émotions
l'émotion et de la motivation est associée au sentiment amoureux. Ensuite, il y a une autre molécule, c'est l'ocytocine, qui est une molécule qui est sans doute liée plutôt à l'attachement. Et ça, on peut le quantifier grâce au progrès scientifique et à l'imagerie médicale. Par exemple, en montrant une image de l'être aimé à une personne pendant qu'on photographie son cerveau. Donc on peut avoir des preuves physiques, biologiques du sentiment amoureux. Vous voyez où je veux en venir avec mon couple de moineaux ? Est-ce que si l'amour se voit dans notre corps, on ne pourrait pas regarder ce qu'il se passe chez d'autres espèces ? Depuis quelques années, des chercheurs s'intéressent à l'étude des émotions chez les animaux. Pour étudier le lien entre deux individus, on peut combiner plusieurs approches, dont l'analyse comportementale et l'analyse physiologique. Chez les oiseaux monogames, si vous séparez les deux membres de la paire, ils sont stressés à cette séparation et ça peut se mesurer en mesurant les hormones de stress, qu'on peut mesurer soit dans une prise de sang, mais qui peut se mesurer aussi dans les matières fécales. Le fait d'être stressé quand on est séparé, c'est très caractéristique des liens sociaux forts. L'amour est donc bien une histoire de chimie du cerveau, chez les animaux aussi. Et comme chez les humains, ce lien d'attachement existe même en dehors du cadre reproductif. Chez certaines espèces d'oiseaux, on n'est pas forcément capable de dire qui est le mâle et qui est la femelle juste à l'observation. Et donc pendant longtemps, quand on travaillait sur des colonies de mouettes ou colonies de goélands, on interprétait que deux individus qui étaient assis sur un même nid et qui s'occupaient d'un même nid, c'était forcément un mâle et une femelle. Et quand on a été en capacité de sexer, c'est-à-dire de connaître le sexe en faisant un prélèvement de plumes, on a pu voir que sur certaines colonies, on avait 25% des nids qui étaient occupés en fait par deux femelles et non pas par un mâle et une femelle. Certaines espèces entretiennent les liens affectifs via le contact physique, le dépouillage chez les primates, le toilettage des plumes chez certains oiseaux. Ça peut être le contact physique en se tenant l'un contre l'autre, ça participe à la thermorégulation, au maintien de la température, mais ça peut aussi faire partie de l'entretien du lien social. Le bonheur de toucher un homme, la peau de cet homme, de chercher dans lui. On a donc beaucoup de points communs, nous humains, avec d'autres espèces animales en ce qui concerne les liens affectifs, les émotions et peut-être les sentiments. Mais il y a une forme d'amour qui est spécifique à l'espèce humaine. C'est ce qu'on appelle l'amour social. Ce qu'on va jamais voir chez l'animal, c'est un animal qui est prêt à donner sa vie pour un autre animal. C'est-à-dire l'humain qui saute à la mer pour sauver un migrant. C'est quelque chose qu'on ne voit pas chez l'animal, sauf peut-être dans le cas du comportement maternel. Là, on peut voir des mamans chez les mammifères qui sont prêts à faire quelque chose de douloureux, de pénible, de risqué pour sauver leur progéniture. Mais en dehors de ce contexte, c'est assez difficile de voir ça chez l'animal, ce qui montre qu'il y a peut-être quand même une différence pour cet aspect-là entre l'homme et l'animal. On tombe beaucoup amoureux de soi-même à travers l'autre.